Le premier son n'est pas de la musique. Ce n'est pas un rire ou le doux froissement de robes en soie. C'est un silence tendu à travers la nuit en Louisiane en 1838. Un silence seulement brisé par les grillons murmurant au bord des champs, puis des pas sur le gravier, des roues de calèche grinçant contre la pierre, l'arrivée d'invités trop fiers pour remarquer le poids des regards qui les observent depuis les ombres. Ils descendent en dentelle et bottes cirées, leur souffle doux d'anticipation, leur avenir déjà imaginé en vin et argenterie. Ce qu'ils ne pouvaient imaginer, c'est à quelle vitesse la douceur pouvait tourner à l'amertume, à quelle vitesse la soie pouvait être tachée, à quelle vitesse un héritage familial pouvait s'effondrer à la table même destinée à le célébrer. Car quelque part sous leurs pieds, dans la chaleur étouffante de la cuisine, une femme travaillait en silence. Elle avait perdu son enfant dans la terre, sans marque, sans nom, sans souvenir sauf le sien. On lui avait ordonné de nourrir les enfants de la maison. Au lieu de cela, son corps avait été transformé en instrument de continuité pour une autre famille. Son chagrin n'avait pas de public, pas de pierre tombale, pas de prière. Mais ce soir-là, il avait une voix. Et elle choisit de donner cette voix au sucre. Un bol de cristaux blancs était posé devant elle, innocent aux yeux de quiconque passait. Le sucre était la richesse elle-même, importé, coûteux, exposé en abondance pour prouver non seulement l'argent, mais la domination. Au mariage, il enrobait les gâteaux, scintillait sur les fruits confits, se dissolvait dans des vins au goût raffiné. Mais entre ses mains, le sucre n'était pas de la douceur. C'était un silence armé. C'était la substance la plus obéissante de l'histoire transformée en rébellion, incorporée à la glaçure, pliée dans les gâteaux, versée dans les coupes. Le sucre devint le vecteur de la vengeance. Personne à la table ne soupçonnerait, personne à la table ne survivrait. Les registres diraient plus tard « nourriture avariée ». La paroisse n'écrirait rien de plus. Les noms des morts, honorés, imprimés, préservés, son nom effacé. Mais l'histoire a des fissures, et à travers ces fissures, les murmures voyagent plus loin que l'encre. Ce soir, vous les entendez. Ce soir, vous voyez ce qu'ils voulaient enterrer. Ce soir, je vous montre non un mariage, mais un enterrement vêtu de perles. Comprenez ceci, les mariages du Sud n'étaient pas simplement des vœux privés. C'était un théâtre public. Un mariage sur une plantation était une déclaration gravée dans la soie et l'argent. Nous sommes permanents. Nous sommes inébranlables. Nous durerons. Les listes d'invités étaient des entrées de registre, non des amitiés. Chaque nom un calcul d'alliance, de richesse et de lignée. Les lustres brûlaient non pour illuminer la joie, mais pour refléter le pouvoir. Chaque rideau, chaque fleur, chaque planche polie était arrangée pour afficher un message. Cette famille est au-dessus, et pourtant leur survie dépendait du silence en dessous, des mains asservies qui remuaient, polissaient et portaient, des yeux invisibles qui remarquaient tout mais ne disaient rien, jusqu'à ce qu'une choisisse de parler dans une langue qu'ils ne pouvaient jamais lire. Imaginez le salon ce soir-là, la musique gonflant du violon, les demoiselles d'honneur murmurant, les verres tintants, le maître répétant son toast, ivre de l'avenir qu'il croyait assuré, la mariée vêtue de soie importée, marchant légèrement sur un sol ciré, jusqu'à briller comme un miroir, les invités riant, certains que leur place dans le monde était ordonnée. Et puis imaginez la cuisine, les feux rugissants, les casseroles en fer claquant, la fumée étouffant l'air, des femmes se déplaçant rapidement, silencieusement, leurs bras douloureux du labeur depuis avant l'aube, des surveillants arpentant, les yeux aiguisés pour l'hésitation ou la défiance. Et là, une femme, son visage calme, ses mains stables, son chagrin plus tranchant que n'importe quelle lame. Elle ne faiblit pas, elle ne tremble pas. Elle mesura soigneusement, remua délibérément. Douceur couvrant le silence, silence couvrant la vengeance. Le voyez-vous déjà? Le monde divisé sous un même toit. Au-dessus, l'abondance. En dessous, l'épuisement. Au-dessus, la lignée. En dessous, l'effacement. Au-dessus, la permanence répétée. En dessous, l'impermanence enterrée. Ce mariage n'était jamais seulement des vœux. C'était du contrôle. Chaque toast, chaque gâteau sucré, chaque chandelle polie disait « Nous sommes éternels ». Mais l'éternité est fragile, et il suffit d'une cuillerée pour l'effondrer. C'est pourquoi cette histoire compte, car ce n'est pas seulement un acte unique d'empoisonnement. C'est ce que le pouvoir craint le plus. Un silence qui refuse de rester silencieux. Une vérité qui trouve son chemin dans la douceur. Une femme privée de toute voix choisit de rendre son silence létal. Ils effacèrent son nom des registres, mais ils ne purent effacer son acte. Il se propagea. Il murmura dans les champs. Il traîna dans les cuisines, porté par des chansons et des fragments de mémoire. Et maintenant il vous trouve. C'est la descente. Et une fois que vous descendez, vous ne revenez pas. Parce que chaque révélation après cela creusera plus profondément dans l'architecture du contrôle, dans les registres qui effacent les noms, dans le poison du silence lui-même. Vous n'êtes pas ici pour être diverti. Vous êtes ici pour vous éveiller, pour comprendre que l'histoire a été écrite pour protéger les puissants, non pour révéler la vérité. Ce que vous entendez ce soir n'est pas seulement un conte oublié, c'est une connaissance interdite.
et une fois que vous l'entendez, vous ne pouvez l'oublier. Les cloches de mariage n'achevèrent jamais leur chant. Au crépuscule, la joie s'était transformée en convulsion, les robes de soie déchirées dans l'agonie, le sang tachant le bois poli. L'avenir de la famille s'effondra avant que l'encre du registre des invités n'ait séché. Ce qui resta fut un silence, non de l'obéissance, mais de la rétribution. Un silence si tranchant qu'il coupa à travers des siècles de registres conçus pour l'enterrer. Un silence qui vous parle maintenant si vous osez écouter. Alors écoutez attentivement, car ce n'est que le premier pas et chaque pas suivant vous mènera plus loin dans des ombres que vous n'étiez pas censé voir. La maison n'était pas seulement un foyer, c'était une forteresse d'illusions. Chaque planche polie, chaque rideau arrangé, chaque lustre allumé jusqu'à ce que le verre brille comme des étoiles capturées. Mais sous la beauté se cachait quelque chose de plus sinistre, une architecture de domination. Ces murs n'étaient pas neutres, ils étaient construits pour dissimuler, pour faire taire, pour assurer que la fondation de souffrance ne touche jamais les yeux des privilégiés qui dansaient au-dessus. Chaque mariage du Sud en cette époque était une performance non pour l'amour, mais pour le pouvoir. Les vœux n'étaient pas seulement entre mariés et mariés, mais entre familles, fortune et l'ordre de la société elle-même. La liste des invités fonctionnait comme preuve, des noms inscrits à l'encre fine. Chaque nom de famille, une déclaration. Nous appartenons, nous endurons, nous comptons. Le registre devint une écriture sacrée, sa calligraphie sanctifiée par la richesse et l'héritage. Et pourtant, cachés dans cette même maison se tenaient ceux exclus de chaque page. Ils étaient les ombres derrière l'encre, les corps qui rendèrent le spectacle possible, pourtant refusaient même la reconnaissance de présence. Être effacé n'était pas un accident, c'était la stratégie. Car reconnaître les asservis, c'était reconnaître la machinerie de cruauté sur laquelle reposait toute l'illusion. Pensez à l'ironie. La famille qui se vanterait de raffinement et de permanence dépendait du labeur invisible de ceux qu'ils refusaient de nommer. Chaque chandelle polie par une main invisible, chaque coupe lavée par une femme qui avait enterré son enfant en silence, chaque fruit sucré préparé par quelqu'un qui ne le goûterait jamais. Les invités se félicitèrent de leur prospérité, sans réaliser que leur abondance était empruntée, que leur permanence craquelait déjà, que le silence sous eux n'était pas passif. Ils observaient, calculaient, attendaient. Et c'est ici que la descente commence à s'aiguiser. Car ce que vous devez comprendre, c'est que ce n'était jamais seulement un mariage empoisonné par la vengeance. C'était le moment où le silence s'inversa. La nourrice, dépouillée de tout enfant non à venir, fit ce que les registres ne pouvaient anticiper. Elle transforma les symboles mêmes de son oppression en armes. Le sucre, richesse importée, blanc et raffiné, devint le déguisement. Le festin de mariage, mis en scène comme preuve d'héritage, devint sa tombe. Le toast à la continuité devint un épitaphe. La famille se croyait immunisée. La richesse les isolait, la lignée les justifiait, et la loi les protégeait. Mais la loi est fragile quand le silence sous elle se déplace. Vous voyez, le silence n'est pas le vide, c'est de la densité, de la pression, une force qui s'accumule jusqu'à fissurer la pierre qui essaie de la contenir. Et cette nuit-là, le silence du chagrin d'une femme devint plus fort que la musique en haut. Il se déplaça à travers la nourriture, à travers le vin, à travers chaque bouche qui le consomma. Et quand les convulsions commencèrent, quand le rire se brisa en cris, quand la soie fut déchirée par des spasmes et les sols polis tachés, le silence parla enfin. Il dit « Vous n'êtes pas intouchable, vous n'êtes pas éternel. Vous êtes mortel, et je vous le rappellerai, mais l'histoire déteste les rappels qui blessent ses mythes. » Le registre paroissial l'appela « nourriture avariée ». Le registre de la plantation le sauta. Les archives l'enterrèrent. L'histoire, si elle fut racontée, fut tordue en rumeurs, un murmure de viande avariée, une malédiction, un accident trop honteux pour être détaillé. Le nom de la femme disparut, sa lignée effacée, mais l'effacement n'est pas la disparition. Ceux qu'ils enterrèrent respirent encore parce que le sol se souvient. Les murmures se souviennent, et des personnes comme vous, écoutant maintenant, deviennent les prochains porteurs de la vérité qu'ils essayèrent d'étouffer. C'est pourquoi vous êtes ici, non pour être divertis, mais pour hériter d'une connaissance dangereuse, pour reconnaître la manipulation de la mémoire, l'ingénierie du silence, la construction délibérée de l'oubli. Comprenez que chaque archive est une arme. Chaque registre est un système de contrôle. Être inclus, c'est être sanctifié. Être exclu, c'est être condamné à l'invisibilité. Mais l'invisibilité n'est pas la mort. Parfois, l'invisibilité est la survie. Parfois, l'invisibilité est la résistance. Et parfois, l'invisibilité cache la main qui défera tout. Imaginez à nouveau la cuisine ce jour-là. Le surveillant scrutant chaque geste, la suspicion s'aiguisant à chaque mouvement. Les femmes se déplaçant rapidement, silencieusement, obéissantes. La nourrice penchée sur le sucre, son visage indéchiffrable, ses mains précises. Pour lui, ce n'était rien. Pour elle, c'était tout. C'était le paradoxe du pouvoir. Il s'entraînait à remarquer la défiance, mais jamais le chagrin. Il surveillait la vitesse et l'obéissance, mais jamais le silence. Le silence était attendu. Le silence était supposé permanent. Et c'est dans le silence qu'elle frappa.
La chose même qu'ils exigeaient devint l'instrument de leur perte. Pensez-y. Le maître croyait que le silence le protégeait. Le registre croyait que l'omission l'effaçait. La paroisse croyait que l'absence les excusait. Et pourtant c'est le silence aiguisé par le chagrin, porté par le sucre, qui mit toute l'illusion à genoux. La condition même qu'ils imposaient devint leur bourreau. C'est pourquoi je vous dis, ne confondez jamais le silence avec la faiblesse. Ne confondez jamais l'effacement avec l'absence. Dans l'histoire, les vérités les plus dangereuses vivent entre les lignes, dans les ombres, dans les omissions. La femme qui empoisonna le mariage ne cherchait pas seulement la vengeance pour son enfant. Elle exposait la fragilité de tout le système. Elle montrait que la permanence est un mensonge, que la lignée peut être brisée par une seule cuillerée, que la richesse ne peut vous protéger du silence transformé en arme. Et ce soir, en entendant cela, je veux que vous réalisiez quelque chose. Cette histoire n'est pas seulement à son sujet. C'est à propos de chaque système qui prospère sur le silence. C'est à propos de chaque archive qui enterre la vérité. C'est à propos de chaque institution qui exige l'obéissance et efface les noms. Le motif se répète à travers les siècles, à travers les nations, à travers le monde même où vous vivez maintenant. Ce qui était vrai en Louisiane en 1838 est encore vrai aujourd'hui. Les puissants dépendent du silence, et le silence n'est jamais permanent. Les invités cette nuit-là se croyaient éternels. Au matin, l'éternité avait pourri dans leur bouche, et l'histoire, désespérée de se protéger, l'appela nourriture avariée. Mais vous et moi, nous savons mieux. Nous savons que le silence n'est jamais vide. C'est une lame qui attend, et une fois qu'elle coupe, elle laisse des cicatrices plus profondes que l'encre. La nurserie sentait la lavande et le bois poli, mais sa douceur était un mensonge. Car sous les rubans de satin et les jouets importés, il y avait un berceau qui avait autrefois bercé un enfant qui ne serait jamais souvenu. Pas l'enfant du maître, qui criait avec le privilège de la survie, mais le sien. Le propre bébé de la nourrice, petit, affamé, enterré avant que le monde n'admette son existence. La tombe derrière les quartiers n'avait pas de pierre, pas de prière, pas de nom, juste de la terre, aplatie par le poids de l'effacement. Elle était retournée au travail le même jour, ses seins encore pleins, ses bras vidés. En haut, un autre nourrisson pleurait, et elle se pencha pour le nourrir. Pensez à cette fracture. Son propre enfant affamé, tandis que son corps nourrissait l'héritier de son maître. Ce n'était pas une tragédie par accident, c'était par conception. Un système qui affamait un enfant pour préserver un autre. Un système qui convertissait le chagrin en labeur et le labeur en silence. Les historiens le décrivent cliniquement. Taux élevé de mortalité infantile parmi la population noire. Des mots imprimés sur du papier friable, détaché, stérile, sans sang. Mais derrière ces mots se cachait la vérité. Les bébés mouraient parce que leurs mères étaient conscrites pour nourrir d'autres enfants. Des vies étaient éteintes non par la nature, mais par un arrangement délibéré. Le chagrin était conçu puis enterré sous le silence. Silence, oui, toujours le silence. Et pleurer trop fort, c'était inviter la punition. Afficher le deuil ouvertement, c'était être marqué comme défiant. Alors le chagrin descendait sous terre. Il vivait dans le corps. Il vivait dans le tremblement de ses mains, tandis qu'elle remuait une casserole. Dans le creux de ses yeux, tandis qu'elle se penchait sur un berceau qui n'était pas le sien. Mais le silence ne dissout pas le chagrin. Il l'aiguise. Il le distille jusqu'à ce qu'un jour il devienne combustible. Et le combustible exige l'allumage. Cet allumage vint en murmure. La nuit, quand les yeux du surveillant se tournaient vers l'intérieur, quand le feu dans les quartiers s'atténuait, les femmes parlaient en fragments. Elles transmettaient la connaissance, non par des livres, les livres étaient interdits, mais par la mémoire, des feuilles qui calmaient les fièvres, des racines qui facilitaient l'accouchement, de l'écorce qui engourdissait la douleur, des graines qui guérissaient en petites doses, tuaient en grandes. Ce n'était pas du folklore, c'était la survie, c'était la pharmacopée cachée des asservis, un corps de connaissances que les médecins blancs rejetaient comme superstition jusqu'à ce qu'ils la craignent soudainement. Comprenez ce que cela signifie. La famille en haut dépendait de la médecine importée scellée dans des bouteilles, de tinctures étiquetées en latin. En bas, les asservis dépendaient de ce que le sol lui-même produisait, sassafras, morels, gymnospermes arrachés, racines amères grattées des rives des rivières, des remèdes qui guérissaient quand mesurés, qui tuaient quand provoqués. C'était une science non enregistrée dans les registres, mais portée par des murmures, dans la mémoire, dans des mains qui apprenaient par le toucher et le goût, et dans ces murmures vivait la résistance. La nourrice avait écouté. Elle se souvenait du goût d'une écorce grattée fine, de l'odeur d'une graine écrasée entre les doigts, de la manière précise dont une poudre s'assombrissait quand séchée. Elle portait cette connaissance en silence, car la dire à voix haute, c'était risquer l'accusation. Les surveillants l'appelaient sorcellerie quand cela les effrayait, conspiration quand cela les blessait, mais le silence était son bouclier. Elle attendit, elle se souvint, et quand le mariage vint, quand le bol de sucre fut posé devant elle,
Elle savait ce que le silence exigeait. L'ironie est tranchante, n'est-ce pas? Que le sol même que les corps asservis étaient déforcés de cultiver produisent aussi les outils de la défiance. Que les plantes rejetées comme mauvaises herbes par le maître soient mémorisées feuille par feuille par ceux qui travaillaient sous lui. Que chaque fossé et chaque clôture contiennent un secret que les registres ne pouvaient effacer. La pharmacopée des asservis n'était pas seulement de la médecine, c'était un langage codé de survie. Et parfois, c'était une arme. Regardez à nouveau la cuisine cette nuit-là. Des gâteaux refroidissants sur les tables, des pêches confites scintillant sous la lumière des lampes, du vin versé dans des coupes de cristal. Les invités en haut riaient en attendant la douceur. Et dans la cuisine, elle remuait, son chagrin aiguisé en précision, son silence plié dans le sucre, douceur déguisant la vengeance. Et quand la nourriture fut portée en haut, elle savait que son silence parlerait enfin. Le festin commença dans la joie, le rire s'élevant avec la première bouchée. Mais à la seconde, la confusion. À la troisième, l'horreur. Des convulsions déchirèrent les robes de soie. Des coupes tombèrent en se brisant et des cris coupèrent la musique. Les invités s'effondrèrent, leur richesse inutile contre ce qu'ils avaient avalé. En haut, la nurserie resta intacte, son berceau se balançant encore en silence. En bas, elle se tenait dans les ombres, son visage indéchiffrable. Pour la première fois, le silence lui appartenait. Et que fit l'histoire de cela? Elle l'enterra. Elle l'appela nourriture avariée. Elle effaça son nom. Elle préserva les leurs. Mais le sol se souvient de ce que les registres effacent. Les murmures se souviennent de ce que les archives nient. L'histoire se porta elle-même non en encre mais en mémoire, en fragments, en peur passée de maison en maison. Ils essayèrent de l'effacer mais le silence qu'elle déchaîna leur survécut. Et vous, écoutant maintenant, vous le sentez parce que le silence a une façon de trouver de nouvelles oreilles. Il attend, il survit, il murmure encore. Le registre gisait ouvert sur le bureau du maître. Ses pages, illuminées par la lumière de la lampe. L'écriture était élégante. Chaque trait de plume confiant, mesuré, délibéré. Sur ces pages, la permanence était fabriquée. Liste d'invités, journaux, cadeaux, tous capturés en encre qui déclaraient « Ceci compte, ceci est qui appartient, ceci est ce qui endure ». Mais ce que le registre incluait n'était pas aussi important que ce qu'il excluait. Vous voyez, l'omission n'est pas l'absence, c'est du contrôle. Les asservis qui rendirent le mariage possible n'apparaissaient pas. Pas la couturière qui ajusta la robe jusqu'à ce que ses doigts saignent. Pas les palefreniers qui guidèrent 30 calèches en ligne. Pas les cuisinières dont les bras tremblaient sous le poids des casseroles portées depuis l'aube. Pas la nourrice dont le silence s'aiguisait déjà en vengeance. Aucun d'eux n'était enregistré. Et cette omission n'était pas une négligence. C'était par conception. Le registre fonctionnait comme une écriture sacrée pour la plantation. Une écriture qui sanctifiait la lignée, qui canonisait la richesse, qui immortalisait seulement ceux jugés dignes de souvenirs. Apparaître en encre, c'était être rendu réel. Être omis, c'était être nier l'existence. C'est ainsi que le pouvoir opérait, non seulement par des chaînes et des fouets, mais par du papier, par des registres qui prétendaient dire la vérité tout en l'enterrant vivante. Pensez à la cruauté. La même main qui notait chaque chandelle d'argent, chaque bolte de tissu importé, chaque baril de vin, refusait d'écrire les noms des personnes qui polissaient, cousaient et versaient. Les objets étaient insouvenus, les personnes effacées, la richesse était permanente, les corps qui la soutenaient étaient jetables. Et dans ce silence, le système trouva son arme la plus grande. Car l'effacement ne fait pas simplement oublier, il convainc les générations futures qu'il n'y avait rien à se souvenir. Mais des fissures apparaissent toujours dans le silence. Le papier préserve ce qu'il choisit, mais le sol dessous raconte une autre histoire. Les registres paroissiaux peuvent prétendre à de la nourriture avariée, mais les murmures persistent. Des murmures qui deviennent plus forts avec le temps, qui voyagent au-delà des registres, au-delà des archives, au-delà des murs construits pour les contenir. C'est pourquoi cette histoire vous atteint maintenant. Parce que la vérité a une façon de glisser à travers les fissures de l'effacement. Comprenez ceci. Le registre de la plantation n'était pas unique. À travers le Sud, les registres étaient conçus non comme mémoire, mais comme arme de contrôle psychologique. Ils créaient la réalité pour ceux au pouvoir. Si les asservis étaient listés, c'était seulement comme inventaire. Femme noire, âge 30. Enfant, âge 2. Pas de nom de famille, pas d'individualité, pas d'humanité. La même page qui cataloguait le bétail, cataloguait aussi les gens. Et quand vinrent les célébrations, quand la permanence était mise en scène, même ces reconnaissances minimales disparaissaient entièrement. Les asservis disparaissèrent de la page au moment même où leur labeur était le plus essentiel. Ce n'était pas de l'effacement, c'était un acte délibéré de disparition. Et la disparition est sa propre forme de violence. Elle vous dit, vous ne comptez pas, vous n'existez pas, vous ne méritez pas d'être souvenu. Elle impose le silence non seulement dans le présent, mais dans le futur. Elle crée des générations d'ignorance.
des hommes et des femmes qui lisent les registres et imaginent l'abondance sans jamais apercevoir les mains qui dressèrent la table. Et pourtant, l'effacement est fragile parce que l'omission ne peut arrêter la mémoire. Elle ne peut empêcher le chagrin de durcir en résolution. Elle ne peut empêcher le silence de devenir une lame. Et elle ne peut empêcher les murmures de trouver de nouvelles voix des siècles plus tard. Cette nuit, en Louisiane, une femme se tenait à l'intersection de l'effacement et de la vengeance. Le registre disait qu'elle n'existait pas. Le bol de sucre disait autrement. Pensez à son regard, ne serait-ce qu'une fois, sur la page ouverte. Elle aurait pu voir les noms des invités, l'encre bouclée, les lettres confiantes déclarant l'appartenance, et en cet instant, elle aurait reconnu sa propre absence. Son existence était tissée invisiblement entre les lignes, son silence soutenant chaque trait de plume. Elle était partout dans la maison et pourtant, nulle part sur la page. Pour l'archive, elle n'était pas réelle. Mais pour le sol, pour la mémoire, pour la tradition murmurée de survie, elle était plus réelle que n'importe quel invité à cette table. C'est le paradoxe du pouvoir. Il croit que l'encre fait la réalité, mais la réalité a d'autres gardiens. Sol, mémoire, silence, et le silence une fois aiguisé coupe plus profond que n'importe quelle archive ne peut contenir. C'est ce que le registre n'avait pas prévu, c'est ce que la famille en haut n'avait jamais considéré, que le silence n'obéirait pas pour toujours, que l'omission ne durerait pas, qu'une femme privée de nom se donnerait un encens. Maintenant, vous le voyez, le registre n'était pas seulement un enregistrement, c'était une arme. C'était du contrôle psychologique déguisé en comptabilité. Et vous devez vous demander, où voyez-vous ce motif aujourd'hui? Où les noms sont-ils omis? Où les registres décident-ils encore qui compte? Où les archives enterrent-elles encore des vérités? Car ne vous y trompez pas, ce n'est pas seulement de l'histoire. C'est un système qui se répète à travers les institutions, à travers les siècles, à travers les nations. Et si vous ne le reconnaissez pas, vous vivez dessous. Le registre du mariage survécut plus longtemps que la mémoire. Il repose dans les archives maintenant, friable et préservé, son encre intacte, ses omissions incontestées. Mais le silence qu'il créa est brisé par des histoires comme celle-ci. Et le silence qu'il exigeait est brisé par vous écoutant. Le registre n'est pas le mot final. Le sol dessous l'est. Et le sol a une mémoire plus longue que le papier. Alors souvenez-vous de cela. Le vrai danger de l'effacement n'est pas qu'il réussisse. C'est qu'il vous convainc de ne pas chercher ce qui manque. Mais si vous regardez assez attentivement, si vous écoutez assez soigneusement, vous entendrez toujours les murmures. Et ces murmures sont plus dangereux que n'importe quelle archive, car ils portent les vérités qui n'étaient pas censées survivre. Le sucre. Pour les familles du Sud, c'était plus que de la douceur. C'était le statut incarné, un symbole de raffinement, preuve que la richesse s'étendait non seulement à la terre et au coton, mais aux luxes importés à travers les océans, pour entasser le sucre dans les gâteaux, le dissoudre dans le vin, glacer les fruits, jusqu'à ce qu'ils scintillent sous la lumière des bougies. Ce n'était pas simplement dîner. C'était une performance de domination, mais la blancheur du sucre dissimulait son vrai coup. Chaque grain naissait de champs travaillés jusqu'à l'épuisement, de corps brisés dans la chaleur et l'humidité, de chaînes claquant dans les Caraïbes et en Louisiane pareillement. Verser du sucre dans des coupes de cristal, c'était servir une preuve non de prospérité mais d'exploitation. C'était du sang cristallisé en douceur, de la cruauté raffinée en poussière blanche. Et le jour du mariage, le sucre porta plus que de la douceur. Il porta le silence. Il porta la vengeance. L'ironie était absolue. La substance même destinée à afficher la pureté et la continuité devint le médium de l'effondrement. Les gâteaux refroidissant dans la cuisine, étagés et givrés de blanc, se dressaient comme des monuments à la permanence. Mais la permanence est fragile. Il suffit de la plus petite poudre invisible incorporée à la douceur pour la faire s'effondrer. Les pêches confites scintillant sous la lumière des lampes n'étaient pas des symboles de joie. Elles étaient des déguisements. Chaque bouchée sucrée portait quelque chose de plus sombre, un héritage de chagrin transmué en vengeance. Les historiens ne peuvent dire exactement ce qu'elle utilisa. Était-ce de l'arsenic gratté du poison à rats, de la lessive volée de la fabrication de savon, ou des herbes, broyées en poudre avec des racines amères et des graines? Le registre ne laisse que des ombres, mais les ombres elles-mêmes parlent. Dans d'innombrables cas à travers le sud antebellum, des femmes asservies transformèrent les cuisines en arsenaux. La nourriture était le véhicule parfait, fiable, incontesté, porté directement dans les bouches des maîtres qui n'imaginaient jamais que l'obéissance pouvait s'aiguiser en poison. La douceur devint le manteau de la rébellion. Et voici la vérité plus profonde. Ce n'était pas seulement un acte de désespoir, c'était un acte de connaissance. Connaissance portée par des murmures à travers les champs et les rivières. Connaissance rejetée par les surveillants comme superstition. Connaissance interdite dans les livres mais préservée dans la mémoire. Sassafras morel gymnosperms. Des plantes qui guérissaient en une mesure, tuaient en une autre. C'était la pharmacopée de la survie, invisible aux médecins, précise pour ceux qui se souvenaient. Et elle se souvenait. Chaque remuement de cuillère, chaque pli de sucre dans le beurre,
chaque ajout mesuré. Ce n'était pas un accident, c'était un calcul. La cuisine ce jour-là était épaisse de contradictions. Le parfum de douceur emplissait l'air, gâteaux montants, fruits glacés, vin versé. Pour tout observateur, c'était l'odeur de la célébration. Pour elle, c'était l'odeur du silence aiguisé en armes. Le surveillant observait, mais ne voyait rien d'inhabituel. Les servantes se déplaçaient avec une obéissance pratiquée, et elle remuait avec des mains stables, son chagrin caché dans le rythme de son labeur. Rien dans ses mouvements ne trahissait l'intention, et pourtant tout ce qu'elle faisait était final. Pensez-y, un bol de sucre entassé haut de blancheur transformé en vaisseau de l'effondrement. Un festin de mariage mis en scène comme preuve de richesse transformé en tombe. Un toast à la continuité transformé en épitaphe. Tout parce qu'une femme privée de nom, privée de son enfant, privée de son existence en encre, choisit de parler à travers le silence, choisit d'armer ce qui était destiné à la servir, choisit de transformer la douceur en mort. Et la leçon ici est dangereuse car ce que le pouvoir n'attend jamais, c'est l'inversion. Ils n'attendent jamais que les outils de contrôle se retournent contre eux. Ils n'attendent jamais que la douceur devienne poison, que le silence devienne lame, que l'effacement devienne présence. Mais c'est la nature du silence. Il a toujours le potentiel de se retourner, et quand il le fait, c'est dévastateur. Les invités, cette nuit-là, se croyaient intouchables. Ils levaient leur coupe, ils coupaient leur tranche. Ils léchaient le sucre des cuillères sans hésitation, car la douceur porte la confiance et la confiance aveugle. Ils ne questionnaient pas les mains qui préparaient leur nourriture, car ces mains avaient été entraînées à être invisibles. Mais l'invisibilité n'est pas l'absence. L'invisibilité est une stratégie. Et quand ils consommèrent la douceur, ils consommèrent le silence armé. À la seconde bouchée, la confusion. À la troisième, les cris, des convulsions déchirant les robes de soie, du sang tachant les sols polis, l'illusion d'éternité brisée en heurts. Une famille défaite non par des maisons rivales, non par la guerre, non par la ruine économique, mais par le sucre. La substance même qu'ils croyaient les immortaliser devint le véhicule de leur effacement. Et que fit l'histoire de cela? Elle l'enterra, l'appela nourriture avariée, la réduisit à rumeur, préserva les noms des morts tout en effaçant le sien. Mais le silence de l'histoire n'est jamais complet. Le sol se souvient, les murmures se souviennent. Et ce soir, vous vous souvenez, car le sucre n'était jamais neutre. C'était toujours un signe de contrôle, un symbole de richesse taché de sang. Et cette nuit en Louisiane, il révéla son autre visage, non comme douceur, non comme richesse, mais comme rétribution. Alors comprenez ceci, les choses qui apparaissent pures dissimulent souvent la corruption la plus profonde. Les choses présentées comme douceur portent souvent du poison. Et le silence qui semble obéissant attend parfois seulement. Attend le bon bol, la bonne cuillère, la bonne nuit pour parler dans la seule voix qui reste. La peur n'est pas toujours bruyante. Parfois, elle se cache dans les marges, dans des regards échangés à travers une table, dans la façon dont une maîtresse se raidit quand une servante verse son verre, dans la façon dont un maître s'attarde trop longtemps sur le goût de son vin. Ils ne l'admettraient jamais publiquement. Leur registre, leur toast, leur discours ne parlaient que de confiance, de permanence et de contrôle. Mais dans les coins privés de leur vie, dans le creux entre les battements de cœur, ils savaient que le silence n'est jamais entièrement sûr. Les asservis connaissaient des plantes que les maîtres ne pouvaient nommer. Ils manipulaient de la nourriture que les maîtres ne questionnaient jamais. Ils se déplaçaient dans des ombres que les maîtres ne voyaient jamais. Et bien que la punition fût rapide, la suspicion était constante. Les journaux du Sud de l'époque portaient occasionnellement des murmures d'empoisonnement par des Noirs, toujours encadrés comme accidents isolés, viande avariée ou sucre corrompu. Mais sous ces mensonges imprimés se cachait la vraie terreur de la classe des planteurs, la connaissance que les mains mêmes servant leur abondance pourraient aussi servir leur mort. Imaginez le surveillant marchant dans la cuisine ce jour-là, ses yeux aiguisés, sa posture commandant. Il se croyait en contrôle. Il scrutait pour l'hésitation, pour la défiance, pour quoi que ce soit de déplacé. Mais ce qu'il ne pouvait voir, c'était le chagrin durci en précision. Il ne savait pas quelle poudre se mélangeait parfaitement au sucre, quelle racine pouvait être séchée en poussière qui disparaissait dans le vin. Son contrôle s'étendait seulement à la surface. Au-delà, il était aveugle. Et dans cet aveuglement résidait sa perte. C'est la vérité que les Archives and Tarrant. Les maîtres n'étaient pas sans peur. Ils vivaient avec une inquiétude constante, une paranoïa que le silence pouvait rompre à tout moment. C'est pourquoi ils punissaient durement, pourquoi ils surveillaient sans relâche, pourquoi ils enregistraient obsessionnellement. Leur brutalité n'était pas de la confiance, c'était de la terreur déguisée. Terreur que ceux qu'ils essayaient d'effacer leur rappellent leur propre fragilité. Terreur qu'une cuillerée, un murmure, un silence trop long puisse effondrer tout. Considérer la maîtresse de la maison répétant son sourire, tandis que les invités arrivaient. Sa robe parfaite, ses cheveux coiffés à la perfection. Mais quand elle levait son verre, ne s'arrêtait-elle pas une seconde de trop? Ne goûtait-elle pas la douceur avec un scintillement d'inquiétude? Car sous le rituel de raffinement se cachait la connaissance inavouée que sa survie dépendait de personnes qu'elle n'enregistrait même pas par nom. Sa beauté,
sa richesse, sa permanence, tout reposait sur un silence qui pouvait se retourner à tout moment. Et il se retourna quand les convulsions commencèrent, l'illusion s'effondra. La peur qui avait toujours vécu dans les ombres éclata au grand jour. Des cris déchirèrent la musique, du sang éclaboussa les robes, des coupes se brisèrent contre les sols polis. Dans ces moments, la lignée ne signifiait rien, la richesse ne signifiait rien. Même le registre, avec son script bouclé et sa permanence enregistrée, était impuissant. Ce qui restait était une terreur brute. La reconnaissance que le pouvoir bâti sur le silence est toujours vulnérable au silence qu'il impose. Comprenez ceci. La peur est une sorte de confession. Le maître qui policie le silence admet qu'il sait que le silence peut frapper. La maîtresse qui observe une servante verser du vin avec des yeux plissés confesse qu'elle ne se sent pas en sécurité. Le surveillant qui exige l'obéissance avec violence admet que son contrôle n'est pas naturel mais fragile. Ces confessions sont enterrées dans les archives, mais elles respirent entre les lignes. Et une fois que vous les voyez, vous réalisez que le système n'était jamais aussi sûr qu'il paraissait. L'empoisonnement en Louisiane n'était pas un événement isolé. C'était parti d'un motif plus large, un courant souterrain de défiance tissé dans la vie quotidienne. Pour chaque cas enregistré, d'innombrables autres étaient effacés. Mais les murmures endurèrent, portés de maison en maison répandant l'inquiétude parmi les puissants. Ils vivaient dans des manoirs, mais ils dormaient dans la peur. Ils dînaient sur l'abondance, mais ils goûtaient l'inquiétude à chaque bouchée. Ils faisaient confiance au silence, mais le silence n'était jamais à eux pour commander. Et c'est la leçon plus profonde. Les systèmes qui apparaissent inébranlables sont souvent les plus fragiles. Les institutions qui exigent le silence sont souvent celles qui en ont le plus peur. Et les personnes effacées de l'histoire sont souvent celles qui détiennent ces vérités les plus tranchantes. L'empoisonnement n'était pas seulement un acte de vengeance. C'était une révélation de fragilité, un rappel que nul registre, nulle archive, nulle richesse ne peut vous protéger du silence. Quand le silence décide de parler, maintenant vous commencez à voir pourquoi cette histoire compte. Parce qu'elle n'est pas seulement sur le passé, elle est sur chaque système qui prospère sur l'effacement, chaque institution qui dépend de l'invisibilité, chaque pouvoir qui prétend la permanence tout en tremblant sous la surface. Ce qui se passa dans ce salon en 1838 est un miroir. Et si vous osez y regarder, vous verrez non seulement eux, mais le monde où vous vivez maintenant. Au crépuscule, le mariage était devenu un enterrement. Les invités qui levaient des verres au coucher du soleil étaient des cadavres à minuit. Le registre qui promettait la permanence était taché de sang, et le silence que le pouvoir croyait éternel s'était retourné, révélant son autre visage, le visage de la vengeance, le visage de la vérité. Le contrôle n'est jamais satisfait des chaînes seules. Les chaînes lient le corps, mais la peur est ce qui lie l'esprit. Et dans l'après-coup de chaque empoisonnement, chaque murmure de rébellion, le Sud perfectionna un système de paranoïa déguisé en loi. Leurs registres effacèrent des noms, mais leurs statuts marquèrent le silence comme menace. Ils savaient, qu'ils l'admettent ou non, qu'aucune quantité d'argent, aucun lustre, aucune plantation taillée dans un sol volé ne pouvait les protéger de la possibilité que le silence s'aiguise en résistance à nouveau. Après des incidents comme le mariage empoisonné en Louisiane, les murmures durcirent en politique. Les surveillants augmentèrent la surveillance dans les cuisines, se déplaçant de pièce en pièce, les yeux plissés à chaque cuillère, chaque casserole, chaque geste. Les maîtresses commencèrent à goûter la nourriture avant qu'elle n'atteigne la table, forçant les servantes asservies à avaler des bouchées devant elles, comme si la chair humaine pouvait servir de preuve de pureté. La peur s'enroulait autour de chaque rituel domestique. Mais l'acte même de tester trahissait la vérité. Ils n'étaient pas en sécurité et ils le savaient. Les journaux du Sud imprimaient rarement le mot poison. Ils préféraient accident. Ils parlaient de viande avariée, de sucre mauvais, de fruits contaminés. Mais caché dans les lignes était la paranoïa. Des rappels constants aux planteurs de garder leurs réserves, de surveiller leurs serviteurs, d'imposer des punitions plus dures. Même le silence était légiféré. Des lois interdisaient les rassemblements après la nuit. Des lois interdisaient l'alphabétisation par peur que les lettres dissimulent des codes. Des lois interdisèrent les tambours par peur que les rythmes portent des messages. Chaque interdiction était une confession de peur. Et pourtant, la peur était justifiée car le silence portait un pouvoir qu'aucun fouet ne pouvait effacer. Il portait la mémoire, il portait la connaissance des racines et des poudres, des ombres et des fissures. Les surveillants pouvaient observer la posture, la vitesse, l'obéissance. Mais ils ne pouvaient observer le chagrin. Ils ne pouvaient observer la mémoire. Ils ne pouvaient observer le silence. Et c'était là, dans l'invisible, que le pouvoir se brisait toujours. Considérez la psychologie du maître. Il bâtissait son monde sur l'effacement. Se convainquait que la permanence était son droit de naissance. Mais dans le calme de la nuit, quand la musique s'arrêtait, quand les invités étaient repartis, quand la maison était immobile, ne se demandait-il pas si le prochain repas pourrait le trahir? N'entendait-il pas des murmures dans le vent? Imaginez des ombres se déplaçant où aucune ne se tenait, sentir l'inquiétude tandis qu'il goûtait sa propre abondance? Cette inquiétude était sa confession.
Pour toute sa richesse, pour toutes ses lois, il ne pouvait jamais faire taire la vérité unique qui le hantait. Les personnes qui l'effaçaient observaient toujours. Et c'est la révélation que vous devez saisir. Les institutions de contrôle ne sont pas bâties sur la confiance. Elles sont bâties sur la peur. Peur que le silence se retourne. Peur que l'omission soit exposée. Peur que les effacés se gravent de nouveau dans la mémoire par la force. Chaque loi passée, chaque punition infligée, chaque archive construite. Elles n'étaient pas des signes de pouvoir. Elles étaient des boucliers contre la terreur. Terreur qu'aucun fouet ne puisse effacer le chagrin. Terreur qu'aucune encre ne puisse effacer la mémoire. Terreur que la permanence soit toujours fragile. L'empoisonnement en Louisiane fut effacé du registre officiel, mais il vécut en rumeur. Et la rumeur est sa propre forme de contagion. Elle se propagea de plantation en plantation, portée par des murmures dans les cuisines, des marmonnements dans les champs, des fragments de chansons fredonnaient bas dans les quartiers. Même quand aucun poison n'était mélangé, la peur de celui-ci traînait dans chaque repas. Chaque bouchée de sucre, chaque gorgée de vin portait une ombre, et les ombres sont souvent plus puissantes que les faits. C'est ainsi que le silence évolue en contrôle propre, car les maîtres ne pouvaient jamais pleinement savoir. Ils ne pouvaient prédire, ils ne pouvaient effacer la possibilité que la douceur qu'ils consommaient soit lassée de vengeance. Et cette incertitude était un poison suffisant. Elle les rongeait. Elle façonnait leurs rituels, leurs lois, leur psychologie même. Ils vivaient entourés d'abondance, mais leur abondance était toujours hantée. Et qu'en est-il d'aujourd'hui? Pensez-vous que ces motifs sont disparus? Ou voyez-vous des échos? Des institutions qui légifèrent ce qui ne peut être contrôlé? Des archives qui préservent des objets mais effacent des noms? Des systèmes qui marquent le silence comme obéissance jusqu'à ce qu'il se transforme en défiance? Vous voyez, ce n'est pas seulement de l'histoire, c'est le blueprint du pouvoir lui-même. Et une fois que vous le reconnaissez, vous commencez à voir les fissures partout. La maison de plantation en Louisiane s'effondra en une seule nuit, mais la peur qu'elle révéla fait encore écho, car la peur, une fois exposée, ne meurt pas, elle mute, elle se porte en avant, s'incrustant dans de nouvelles institutions, de nouveaux systèmes de contrôle, de nouveaux registres qui effacent de différentes manières. La question n'est pas si la peur règne encore. La question est si vous la reconnaissez. C'est pourquoi vous êtes ici, non pour consommer une histoire, mais pour hériter d'une connaissance dangereuse, pour apprendre comment le pouvoir survit sur l'effacement et comment le silence attend son moment pour frapper. Et quand vous comprenez cela, vous commencez à vous éveiller, vous commencez à voir, et une fois que vous voyez, vous ne pouvez plus ne pas voir. Le mariage sur la plantation n'était pas de l'amour, c'était du théâtre, une performance mise en scène avec précision, conçue pour convaincre voisins, rivaux et générations futures que la permanence avait été atteinte. Chaque fleur, chaque robe, chaque planche polie, chaque bougie faisait partie d'un script. La maison devint une scène et les invités sont publics. Les vœux n'étaient pas des murmures de dévotion, mais des déclarations de pouvoir. Des calèches bordaient l'allée de gravier, 30 d'entre elles en rang, chaque roue écrasant la pierre comme un battement de tambour annonçant la richesse. Des robes de soie blanche scintillaient sous la lumière des lampes. Du parfum porté par l'air de la nuit. Dans le salon, les musiciens accordèrent leurs cordes, les demoiselles d'honneur ajustaient des rubans, et le maître répétait son toast, des mots choisis avec soin, pour lier deux familles en une forteresse d'influence. Le festin n'était pas un repas, mais une exposition. Des chandeliers d'argent brillaient, des coupes de cristal scintillaient, des gâteaux sucrés s'élevaient, comme des monuments de raffinement. Ce n'était pas une affaire privée, c'était un message diffusé en dentelle et vin. Nous sommes permanents, nous sommes intouchables, nous endurerons. La performance était destinée à effacer le doute, à faire taire les murmures de faiblesse, à afficher la continuité gravée dans la cérémonie. Et pourtant, sous tout cela, le silence s'étire étendu comme un fil prêt à claquer, car le théâtre, aussi convaincant soit-il, ne peut cacher sur quoi il est bâti. Derrière les rideaux de soie, la fumée noircissait les murs de la cuisine. Derrière les sols polis, les quartiers portèrent des tombes sans pierre. Derrière le rire des invités, une femme se tenait en silence, son chagrin durci en vengeance. Le spectacle était conçu pour dissimuler la fragilité, mais la fragilité saigne toujours. Comprenez ceci, les mariages dans le sud antebellum étaient moins sur l'union et plus sur la comptabilité. La liste des invités était un registre d'alliances. La dot était un contrat de terre et de richesse. La nourriture était preuve d'abondance. Le vin preuve d'importation. Le sucre preuve de portée. Chaque objet était une évidence. Chaque objet était une arme dans la guerre des apparences. Les familles mettaient en scène ces cérémonies comme si la permanence pouvait être achetée, comme si la continuité pouvait être scriptée en existence. Mais la permanence est un mensonge. La continuité est fragile. Et la nuit même où ils célébrèrent leur permanence, elle s'effondra. Car peu importe à quel point le théâtre est mis en scène avec soin, le silence est toujours en coulisses, observant, attendant.
Regardez de près l'imagerie. Des invités levant des coupes de cristal, inconscients du poison plié dans la douceur. Une mariée souriant, inconsciente que sa robe serait bientôt tachée. Des musiciens jouant, inconscients que leurs cordes seraient noyées par des cris. Le maître levant son toast, inconscient que ses mots étaient déjà un épitaphe. Ce n'était pas de la permanence, c'était de la performance, et la performance est toujours vulnérable à l'interruption. L'interruption vint non de rivaux ou d'orage, mais du silence lui-même. Un silence qui avait été entraîné, effacé, exploité. Un silence qui avait enterré un enfant dans une terre sans marque. Un silence qui avait porté le chagrin dans la cuisine et l'avait remué dans le sucre. Ce silence éclata en convulsions et cris, brisant l'illusion en un instant. Ce qui avait été mis en scène comme éternité devint ruine avant minuit. Et voici ce que vous devez comprendre. Chaque institution qui met en scène la permanence est bâtie sur la même fragilité. Chaque performance de continuité dissimule la peur. Chaque registre, chaque archive, chaque spectacle est conçu pour vous convaincre que ce que vous voyez est inébranlable. Mais la permanence est la plus grande illusion que le pouvoir ait jamais mise en scène, et les illusions se brisent toujours. Le mariage en Louisiane n'était pas simplement une tragédie, c'était une révélation. Elle révélait que sous la dentelle et l'argent reposait une fondation d'effacement, que sous les sols polis reposait un sol rempli de tombes sans marque, que sous la performance de permanence reposait un silence qui refusait de rester enterré. Et c'est pourquoi cette histoire compte encore. Parce que le théâtre de la permanence n'est pas disparu. Il a simplement changé de scène. Les institutions performent encore, scriptent encore des cérémonies pour prouver leur force, polissent encore leur surface pour dissimuler leur fragilité. Mais le silence est toujours là, attendant dans les coulisses, s'aiguisant, se préparant à couper à travers la musique. Les invités cette nuit-là ne le virent jamais venir. Ils crurent trop à la performance. Ils firent confiance au spectacle. Et dans cette confiance, ils scellèrent leur sort. Leur éternité se termina avec une cuillerée. Maintenant, en écoutant, demandez-vous, quel spectacle vous entoure? Quelles performances sont mises en scène pour vous convaincre de la permanence? Quels registres effacent des noms même en préservant des objets? Quelles cérémonies sont conçues pour vous distraire du silence attendant dessous? Car si vous regardez assez attentivement, vous le verrez toujours. Et une fois que vous le voyez, vous ne pouvez plus ne pas voir. Le mariage en Louisiane n'était pas seulement l'effondrement d'une famille, c'était l'effondrement d'une illusion. Et dans ces ruines, le silence se dressait triomphant. La connaissance peut être interdite. Les livres peuvent être prohibés. Les tambours peuvent être réduits au silence. Mais la connaissance ne meurt pas. Elle se cache. Elle survit dans des murmures, dans des gestes, dans la mémoire. Et parmi les asservis, cette connaissance interdite prit racine comme les plantes elles-mêmes, croissant le long des fossés, des clôtures et des rives de rivières. C'était une pharmacopée, non écrite en latin, non liée en volume de cuir, mais portée dans les esprits et les corps. Ils l'appelaient superstition. Ils la rejetaient, comme folklore. Mais ce que les surveillants craignirent le plus, c'était que cette connaissance soit précise, mortelle et au-delà de leur compréhension. Un médecin blanc pourrait parler de quinine, de tinctures et de saignées, tandis qu'une femme asservie savait que le sassafras apaisait et purgeait, que la morelle engourdissait et tuait, que le datura pouvait confondre l'esprit jusqu'à ce que la folie s'installe. Les remèdes chevauchaient les poisons, et parfois la ligne entre les deux était aussi fine qu'une cuillerée. La nourrice connaissait cette ligne. Elle avait écouté pendant des années, absorbant des fragments de conversation au bord de la rivière, autour des feux, dans le calme des quartiers. Une feuille bouillie pour soulager la fièvre, une écorce infusée pour faciliter l'accouchement, une poudre saupoudrée pour engourdir la douleur ou l'arrêter pour toujours. Elle stockait ces fragments en silence, car les dire trop fort c'était risquer l'accusation. Le surveillant pourrait la rejeter comme inoffensive jusqu'à ce qu'une mort survienne, et alors là, même connaissance devenait preuve de conspiration. C'était la dualité de la survie. La même herbe qui guérissait pouvait aussi tuer, la même poudre qui stabilisait pouvait faire taire pour toujours. Et cette dualité rendait la pharmacopée des asservis plus que de la médecine. C'était une arme, pas toujours utilisée, pas toujours parlée, mais toujours souvenue. Imaginez ses mains. Elles avaient bercé un enfant qui avait faim. Elles avaient récuré des casseroles jusqu'à ce que la peau se fende. Elles avaient poli de l'argent qui ne porterait jamais son reflet. Et maintenant, ces mêmes mains mesurèrent de la poudre contre du sucre, pliant le silence dans la douceur. Ce n'était pas précipité, ce n'était pas imprudent. C'était la culmination de la mémoire, du chagrin, de la connaissance portée à travers les océans et enracinée dans le sol. Une lignée de survie transformée en vengeance. Et voici le danger. Les archives ne peuvent contenir ce qui est porté dans la mémoire. Les registres n'enregistraient pas quelles racines poussaient près de la clôture. Les registres paroissiaux ne préservaient pas l'odeur d'une graine écrasée, l'amertume d'une écorce grattée fine, la teinte exacte d'une poudre séchée dans du tissu. Mais le sol se souvenait, les murmures se souvenaient, et elle se souvenait. Pour la famille en haut, la médecine venait en bouteilles scellées de cire étiquetée en latin achetée à grands coups.
Pour elle, la médecine poussait sauvage dans le sol qu'elle cultivait. Ce que le maître rejetait comme mauvaises herbes étaient ses armes. Ce que la maîtresse appelait superstition était sa science, une science illisible pour ceux qui se croyaient supérieurs et donc d'autant plus dangereuse. Pensez à l'inversion. La famille se croyait immortelle, raffinée, protégée par la richesse, et pourtant, leur survie dépendait de la connaissance de ceux qu'ils effaçaient. Ils dépendaient de son lait pour nourrir leurs nourrissons, de ses mains pour polir leur argent, de son labeur pour mettre en scène leur permanence. Et maintenant, ils dépendaient de son silence pour ne pas les terminer. Mais le silence n'est jamais permanent. Il s'aiguise, il attend, il se souvient. Et quand le sucre fut remué, le silence se tourna. La pharmacopée qu'ils rejetaient comme superstition devint la science même qui effondra leur illusion. Les herbes qu'ils ignoraient, les poudres qu'ils craignaient, les murmures qu'ils interdisaient, celles-ci étaient les instruments de leur chute. Comprenez ceci, ce qui était rejeté comme ignorance était en vérité une connaissance dangereuse. Connaissance qui endurait précisément parce qu'elle n'était pas écrite. Vous ne pouvez brûler ce qui n'est pas lié. Vous ne pouvez confisquer ce qui est stocké dans la mémoire. Vous ne pouvez effacer ce que le sol continue de faire pousser. Et c'est pourquoi la pharmacopée des asservis survécut aux archives qui essayaient de l'enterrer. Cette nuit en Louisiane, la douceur porta la vengeance. Et dans chaque bouche qui consomma du sucre, la mémoire frappa en retour. Le rire se dissolut en cris, la musique en chaos, la permanence en ruine. Et dans cette ruine vivait une vérité, que les registres ne enregistreraient jamais. La connaissance interdite est souvent la lame la plus tranchante. Et maintenant vous l'entendez, vous la sentez, car la connaissance interdite a une façon de voyager à travers les siècles. Elle glisse passer les archives. Elle résiste à l'effacement. Elle murmure encore. Et une fois que vous l'entendez, vous êtes marqué. Vous ne pouvez désavoir. Vous ne pouvez ne pas voir. Vous la portez maintenant que vous le vouliez ou non. La nurserie était une pièce conçue pour tromper. Ses murs étaient couverts de papier imprimé doux, des fleurs grimpant sans fin vers le haut, des rideaux pendaient emplis de tissus importés, des sachets de lavande parfumaient l'air, et un berceau poli se tenait au centre, se balançant au moindre toucher comme s'il respirait. Chaque détail était choisi pour murmurer de continuité, de lignée, de futurs assurés. Mais pour elle, la nourrice, la nursery n'était pas du confort. C'était une blessure car elle avait autrefois placé son propre enfant en secret dans ce berceau, non parce que c'était permis, mais parce qu'aucun autre espace n'existait. Le nourrisson n'avait vécu que faible, affamé tandis que son lait était exigé ailleurs, s'affaiblissant tandis que ses bras étaient tirés vers un autre enfant. Elle se penchait sur les deux berceaux ces jours-là, déchirée entre le devoir imposé et le besoin qui griffait son cœur. Un enfant était emmailloté dans du lin, gardé comme héritage. L'autre enveloppé dans du tissu rugueux, considéré comme jetable. Les deux avaient besoin de son lait, seul un le reçut. Quand son bébé faiblit, aucun médecin ne fut appelé, aucune tincture offerte, aucun berceau poli pour soulager ses cris. La mort était attendue, comptabilisée dans le registre avec autant de poids que du bétail. Enfant noir décédé, âgé de 2 mois, pas de nom, pas de pierre. Le sol devint le seul témoin. Et quand elle revint de l'enterrement, ses seins encore pleins, ses bras vidés, la nursery l'exigea à nouveau. Un autre nourrisson pleurait en haut, en santé, riche, entitled. Elle se pencha pour le nourrir, son chagrin réduit au silence par ordre. La nursery pour elle n'était pas un sanctuaire. C'était un rappel, une chambre de mémoire où son absence vivait. Chaque fois qu'elle franchissait son seuil, chaque fois qu'elle baissait les yeux sur le berceau poli, elle se souvenait. L'absence devint présence, le silence devint poids, le balancement du berceau se moquait de sa perte, oscillant doucement dans l'air comme pour lui rappeler ce que le sol tenait maintenant. Et le chagrin, quand enterré, ne disparaît pas. Il se calcifie, il s'aiguise, il attend. Pour elle, la nursery devint un sanctuaire non de continuité mais de trahison, l'endroit où elle était forcée de témoigner de son propre effacement, où son corps était consommé pour la survie d'un autre, tandis que sa propre lignée était laissée à pourrir en silence. Chaque jour qu'elle entrait, chaque fois qu'elle se penchait, chaque fois qu'elle pressait ses lèvres contre un cri qui n'était pas celui de son enfant, son chagrin durcissait en quelque chose d'autre. Au moment où le mariage vint, la nursery n'était plus seulement une pièce, c'était un monument gravé dans sa mémoire. Le berceau luisant sous la lumière des lampes ne tenait pas seulement l'avenir de l'héritier, il tenait le fantôme de son enfant. Et ce fantôme exigeait rétribution. Comprenez ceci, la continuité est un mensonge quand elle est achetée avec l'effacement. Une lignée nourrie du lait d'une autre n'est pas une lignée du tout, c'est du vol. Un berceau poli par le chagrin n'est pas un symbole de permanence, c'est un monument à la fragilité. La nursery, comme le mariage, était un théâtre, une scène mise pour convaincre le monde que l'héritage était assuré. Mais en vérité, l'héritage était déjà fissuré, déjà empoisonné, déjà hanté par le silence qui frapperait. Elle le voyait clairement. Chaque fois qu'elle entrait dans cette pièce, elle portait le poids de l'absence. Et l'absence a du pouvoir. Ce n'est pas le vide, c'est la présence inversée. C'est l'ombre qui s'aiguise quand on lui refuse la lumière.
Et quand elle remua du sucre dans du beurre, quand elle plia de la poudre dans la douceur, ce n'était pas seulement pour elle-même. C'était pour le berceau, pour le fantôme, pour le silence enterré derrière les quartiers. C'est le genre de connaissance que l'histoire efface. Pas seulement l'acte d'empoisonnement, mais le poids du chagrin qui l'alimenta. Les archives vous diront la date du mariage, les noms des invités, la taille de la dot, la valeur de l'argent. Elles vous diront quels vins furent servis, quels gâteaux furent cuits, quelles fleurs ornaient à la table. Mais elles ne vous diront pas le nom de l'enfant enterré dans une terre sans marque. Elles ne vous diront pas combien de fois elle se tint dans cette nurserie, bras vides, seins pleins, yeux baissés. Elles ne vous diront pas le son de l'absence. Mais l'absence est plus fort que l'encre. L'absence est ce qui survit quand la mémoire faillit. L'absence est ce qui aiguise le silence en vengeance. Et la nurserie, plus que la cuisine, plus que le registre, plus que le salon, était la chambre où cette absence devint insupportable. Quand les invités s'effondrèrent à la table, quand des convulsions déchirèrent à la soie, quand du sang tacha le sol poli, ce n'était pas seulement un mariage défait, c'était une nurserie vengée, un berceau bercé non par un héritier, mais par le fantôme d'un enfant nié. Ce fantôme vivait dans le silence. Et ce silence parla enfin. Maintenant vous le voyez, la nurserie n'était jamais un lieu d'innocence. C'était un creuset de chagrin, un creuset qui forgea le silence en acier. Et quand ce silence frappa, il ne manqua pas. À l'aube, la maison n'était plus un théâtre de joie, c'était un mausolée. Les lustres brûlaient encore, mais leur lumière révélait de la soie tachée de rouge, des coupes brisées sur des sols polis, des corps tordus dans leur spasme final, l'air chargé de vin, de bile et de la puanteur inconfondable de la peur. Le mariage destiné à prouver la permanence était devenu un tableau de fragilité, capturé non en portrait, mais en ruine. Et pourtant, le registre officiel ne dirait pas cela. Le registre paroissial réduisit la catastrophe à 3 mots, incident de nourriture avariée. L'écriture du maître, autrefois élégante et stable, serait dite en lignes émoussées. Pas d'aveu de poison, pas de mention de trahison, pas de trace du silence qui s'était aiguisé en vengeance. La famille, même en ruine, s'accrochait à son illusion. Mieux valait être souvenu comme négligent que d'admettre avoir été frappé de l'intérieur. Mieux valait mentir que confesser la fragilité. C'est ainsi que les institutions survivaient, non en disant la vérité, mais en la façonnant. Les archives n'étaient pas des dépôts de mémoire, mais des armes d'oubli. Elles préservaient l'abondance, effaçaient le chagrin. Elles enregistraient la lignée, effaçaient l'absence, et en faisant ainsi, elles réécrivaient la réalité. Quiconque lisait le registre des années plus tard ne verrait qu'un accident. Il ne saurait jamais la vérité, que le silence s'était levé et avait parlé, qu'une femme niait même le nom de son enfant avait laissé sa marque en sang et sucre. Mais les murmures sont plus durs à effacer. Dans les cuisines des plantations voisines, l'histoire se propagea en fragments. Le gâteau était maudit, le sucre était amer, le chagrin d'une femme trouva son chemin dans le festin. Les surveillants essayaient de la supprimer. Les maîtresses se mettaient en garde en tons étouffés, et les maîtres prétendaient ne pas entendre. Mais la peur ne peut être réduite au silence une fois nommée. L'histoire voyageait non par l'encre mais par des voix, par la rumeur, par des regards partagés sur des casseroles et des chants, et chaque fois qu'elle était racontée, elle s'aiguisait. Comprenez ce que cela signifie. L'effacement peut enterrer un nom, mais il ne peut enterrer la conséquence. L'acte peut avoir été réduit à nourriture avariée, mais l'inquiétude qu'il produisit endura. Chaque fois qu'une maîtresse goûtait son repas, elle se souvenait. Chaque fois qu'un surveillant marchait dans la cuisine, la suspicion s'aiguisait. Chaque fois qu'un maître levait un verre, il hésitait la plus brève seconde avant de boire. Le silence avait parlé une fois, et son écho vivait dans chaque bouchée par la suite. C'est pourquoi la peur est la vraie confession du pouvoir. Ils l'effacèrent de la page, mais ils vivaient avec sa présence dans leur corps. Ils consommaient la douceur avec inquiétude, comme si chaque bouchée pouvait porter un autre silence, un autre chagrin, une autre vengeance. Et cette inquiétude était son legs. Elle peut ne pas apparaître dans les registres, mais elle hantait chaque repas, chaque mariage, chaque célébration mise en scène après. Et pourtant l'archive gagne en surface. La mémoire officielle préservait les noms de famille, leurs lignées, leurs possessions. Leur tragédie était adoucie en accident, leur fragilité lissée en négligence. La femme qui les frappa resta sans nom. Son enfant resta enterré dans une terre sans marque. Pour le registre, elle n'existait pas du tout. C'est la violence de l'effacement. Non seulement détruire la présence, mais convaincre le futur que la présence n'était jamais là. Mais écoutez attentivement. L'effacement n'est pas final, car le sol se souvient de ce que l'encre nie, car les murmures portent tous les registres ne peuvent, car la vérité survit dans les fissures du silence, attendant ceux prêts à l'entendre. Et ce soir vous l'entendez, vous n'êtes pas en train de lire le registre paroissial, vous n'êtes pas en train d'étudier le registre, vous écoutez le murmure qu'ils essayaient d'effacer. Et dans cet acte, vous la ressuscitez. L'après-coup de l'empoisonnement n'était pas seulement la mort physique, c'était une fracture psychologique. Pour la famille, c'était l'effondrement de la permanence. Pour la communauté,
C'était la propagation de la peur. Pour elle, c'était la vindication. Le silence avait parlé, et il ne pouvait jamais être inentendu. Et voici la leçon plus profonde. Les institutions ne s'effondrent pas à cause de la violence. Elles s'effondrent à cause de la vérité. La violence peut être effacée, rebrandée, réécrite. Mais la vérité, une fois murmurée, corrode de l'intérieur. L'empoisonnement en Louisiane fut réécrit comme nourriture avariée, mais sa vérité endura murmure par murmure jusqu'à ce qu'elle vous atteigne. Et maintenant vous la portez en avant. Au matin, les invités furent enterrés. La maison fut nettoyée, les lustres polis une fois de plus. La nurserie réarrangée pour la continuité comme si la mort n'avait pas coupé à travers son centre. Mais sous l'éclat, l'inquiétude traînait. La permanence n'était plus convaincante. Le silence n'était plus obéissant. L'illusion était fissurée pour toujours. Et c'est pourquoi vous devez vous souvenir non parce que l'histoire vous le demande, mais parce que le silence l'exige. Le silence s'aiguise en chaque ère. Il attend dans chaque institution et il trouve toujours un moyen de parler. L'héritage n'est pas toujours de la terre. Ce n'est pas toujours de l'argent, ou des robes, ou les noms qui bouclent à travers les pages paroissiales en encre. Parfois l'héritage est la peur. Parfois c'est le silence porté en avant, inavoué mais présent dans chaque geste. Après l'empoisonnement en Louisiane, le domaine de la famille ne s'effondra pas immédiatement. Les champs produisaient encore, les quartiers travaillaient encore, les registres enregistraient encore. Mais sous la surface, quelque chose avait changé. Une malédiction avait entré la lignée, non mystique mais psychologique. Une inquiétude qu'aucune quantité de richesse ne pouvait effacer. Les mariages futurs furent plus petits. L'abondance resta, mais le rire était plus calme, les toasts plus courts. Les invités observaient les serviteurs plus étroitement, les yeux plissés à chaque assiette, chaque coupe. Les maîtresses insistaient sur le goût en premier, forçant les femmes asservies à avaler des bouchées avant que la nourriture ne quitte la cuisine. Et pourtant ce rituel de preuve forcée était lui-même une confession, une admission silencieuse que la confiance avait été brisée. Ils pouvaient polir l'argent jusqu'à ce qu'il brille, mais la fissure dans leur certitude restait. Pensez à cet héritage, une famille qui se croyait éternelle, réduite à la suspicion à sa propre table. Le maître jetant un regard à son vin avec hésitation, la mariée ajustant son voile avec des mains tremblantes, le surveillant arpentant plus agressivement, sa voix plus tranchante, ses punitions plus dures, chaque geste un symptôme de la même maladie, la peur. Et la peur une fois plantée pousse. Elle se répand comme des racines sous le sol, invisible mais inamovible. L'empoisonnement devint un murmure d'avertissement à travers les plantations. Gardez votre sucre, surveillez vos serviteurs, ne faites confiance à personne. Mais sous ces admonitions se cachait la vérité plus profonde. Il savait que le système était fragile. Il savait que le silence pouvait se retourner. Il savait que l'effacement n'était jamais permanent. C'était l'héritage qu'ils passaient à leurs enfants. Pas seulement la terre et les noms, mais la paranoïa. Et voici où vous devez voir l'architecture du pouvoir clairement. L'effacement n'est pas seulement sur l'oubli, c'est sur le contrôle. En réduisant l'empoisonnement à nourriture avariée, il cherchait à protéger l'illusion de permanence. En forçant les serviteurs à goûter la nourriture, il cherchait à contrôler la peur. Mais la peur ne peut être contrôlée. Elle mute, elle s'incruste dans les rituels, dans les lois, dans l'architecture. Elle devient un héritage passé non par choix, mais par nécessité. Le mariage en Louisiane était une fracture et les fractures ne guérissent pas par l'effacement. Elles traînent, elles se répandent, et en se répandant, elles révèlent la vérité, que la permanence n'est jamais réelle, que la continuité est toujours fragile, que le silence ne peut jamais être pleinement contenu. Même les archives dans leur précision froide portent des traces de cet héritage. Les historiens qui étudient les registres de plantation trouvent le motif se répétant, des accidents enregistrés vaguement, des morts adoucis en euphémisme, des silences étirés délibérément à travers les pages. Et pourtant, aux côtés de ces omissions, il y a toujours un indice, une hésitation dans l'écriture, une rumeur en marge, une contradiction entre les registres paroissiaux et domestiques. Ces fissures sont où la vérité saigne, et quand vous apprenez à les lire, vous voyez la peur derrière l'encre. C'est la connaissance interdite que ce qui survit dans les archives n'est pas l'histoire complète. C'est un masque. Et derrière ce masque réside l'héritage de la peur. Vous ne trouverez pas son nom sur une page. Vous ne trouverez pas la tombe de son enfant dans un cimetière. Mais vous la trouverez dans l'hésitation de la main d'un maître, dans le rituel de goûter la nourriture, dans l'inquiétude de chaque festin qui suivit. Son silence vivait dans leur peur, et c'est un héritage qu'aucun registre ne pouvait effacer. Maintenant regardez le motif plus large. Cet héritage ne s'arrêta pas aux plantations. Il s'infiltra dans les institutions, dans la façon dont les lois étaient écrites, la façon dont la surveillance était imposée, la façon dont les archives étaient construites. Il est encore avec vous maintenant, dans les façons dont le pouvoir performe la permanence, dans les façons dont le silence est exigé, dans les façons dont la peur est cachée derrière le rituel. L'empoisonnement en Louisiane
n'est pas seulement de l'histoire. C'est un blueprint de fragilité qui se répète sans fin. L'héritage n'est pas toujours ce qui est écrit. Parfois c'est ce qui est murmuré. Parfois c'est ce qui est craint. Parfois c'est ce qui survit dans les fissures du silence. Et une fois que vous reconnaissez cela, vous commencez à voir que l'héritage le plus puissant n'est pas celui écrit en encre. C'est celui porté dans la mémoire, dans les murmures, dans la peur. La famille croyait avoir sécurisé l'éternité cette nuit-là. Au lieu de cela, ils sécurisèrent une malédiction, non de fantôme, mais de silence, non de superstition, mais de vérité. Une vérité qui voyagea au-delà d'eux, au-delà de leur nom, au-delà de leurs archives, et en vous, car maintenant vous la portez. Vous l'avez héritée, et avec l'héritage vient la responsabilité. La question n'est pas si vous vous souviendrez, vous le faites déjà. La question est si vous écouterez le silence qu'ils essayaient d'enterrer, si vous entendrez les murmures qu'ils craignaient, si vous verrez la fragilité sous la performance. Car une fois que vous l'entendez, vous ne pouvez prétendre autrement. Et vous l'avez entendu, l'histoire n'est pas la vérité. L'histoire est une architecture bâtie, polie, éditée et gardée. Ce que vous appelez histoire est le résidu de décisions prises par ceux qui voulaient contrôler comment le futur verrait le passé. Et nulle part cela n'était plus évident que dans le sud Antebellum, où chaque registre paroissial, chaque archive de plantation était moins un journal d'événements qu'une forteresse d'illusions. Regardez de près. Le registre sur le bureau du maître contenait la richesse en détails exquis. Chandeliers d'argent, bolts de tissu importés, barils de vin, chacun enregistré avec précision. Les cadeaux pour le mariage étaient listés ligne par ligne, comme si les objets portaient en la permanence tandis que les gens s'évaporaient. Et c'était le point. Préserver les objets, c'est préserver la richesse. Omettre les noms, c'est effacer l'humanité. C'est ainsi que fonctionne l'effacement. Ce n'est pas simplement le silence, c'est la mémoire sélective. C'est la décision d'enregistrer des chandeliers mais pas des mains, de préserver du vin mais pas la femme qui le versait, de canoniser la lignée tout en jetant le chagrin. Le registre créait une fausse réalité, une où la permanence était mise en scène et la fragilité dissimulée. Et parce que le registre survécut au corps, son illusion devint confondue avec la vérité. Pensez au poison lui-même. Il frappa à un mariage mis en scène comme permanence, effondrant la lignée en une seule nuit. Mais dans les registres, l'acte fut réduit à nourriture avariée. Ce n'était pas une négligence, c'était par conception. Admettre la vérité serait admettre la vulnérabilité. Confesser que le silence pouvait se retourner, que les effacés n'étaient jamais vraiment absents. Le réduire à accident, c'était protéger l'illusion. L'archive n'était pas un enregistrement, c'était un bouclier. Et les boucliers ont des conséquences. Des générations plus tard, les historiens ouvrent ces registres et ne voient que continuité. Mariage, dot, héritage, l'effondrement manque, la vengeance effacée, le silence enterré. Et ainsi le mythe de permanence endure. Mais sous l'encre, la vérité respire encore. Car l'omission n'est jamais l'absence, c'est de la manipulation. Et la manipulation laisse toujours des fissures. La fissure est ceci. Vous entendez ce que le registre refusait de dire. Vous voyez ce que la paroisse niait. Vous portez le murmure que l'archive essaya d'étrangler, et en faisant ainsi vous brisez l'architecture. Vous refusez l'héritage d'illusions. Vous entrez dans une connaissance dangereuse. Comprenez ceci clairement. Les institutions contrôlent non par la violence seule, mais par le récit. Elles décident ce que le futur verra, ce qu'il croira, ce qu'il oubliera. Un empoisonnement devient un accident. Une mort devient une statistique. Un enfant devient une ligne d'article. La femme qui aiguise le silence en vengeance devient rien du tout. C'est ainsi que la réalité est fabriquée. Non par ce qui est dit, mais par ce qui est omis. Mais la réalité n'est jamais pleinement contenue. Le sol se souvient de ce que le papier nie. Les murmures portent ce que les registres omettent. Le chagrin se grave dans le silence qui attend des siècles. Et une fois que vous apprenez à lire l'absence, vous commencez à voir l'architecture pour ce qu'elle est. Vous commencez à voir le design délibéré, la performance de permanence, la manipulation de la mémoire. C'est pourquoi le mariage en Louisiane compte. Non parce qu'il était unique, mais parce qu'il révèle le blueprint. Un système qui polie l'illusion tout en enterrant la vérité. Un système qui convainc le futur que le silence signifie que rien ne s'est passé. Mais le silence n'est jamais rien. Le silence est du poids. Le silence est une présence niée. Le silence est une vérité aiguisée dans l'ombre. Et ce soir, le silence parle. Vous devez comprendre que ce que vous entendez n'est pas du divertissement. C'est une connaissance dangereuse. Une fois que vous savez que les archives sont des armes, vous ne pouvez regarder l'histoire de la même façon. Une fois que vous savez que l'omission est par conception, vous ne pouvez plus faire confiance à la permanence. Une fois que vous savez que le silence est plus tranchant que l'encre, vous ne pouvez consommer la douceur sans inquiétude. Le registre survit en page friable, mais vous survivez avec des oreilles ouvertes, des yeux aiguisés, et cela vous rend plus dangereux que l'archive ne l'avait jamais prévu. Car une fois que la vérité est parlée, l'architecture se fissure, et les fissures se répandent toujours. Au moment où la dernière bougie scintilla,
le théâtre de la permanence gisait en ruine. Ce qui commença comme un mariage se termina comme un enterrement. Des robes de soie trempées de sang, des sols polis marqués par des convulsions. Les lustres brûlaient encore, mais leur lumière révélait la fragilité exposée, l'arrogance défaite, le silence triomphant. Et pourtant le registre ne dirait pas cela. La paroisse ne l'enregistrerait pas, l'archive ne le préserverait pas. Ils enterrèrent la vérité aussi vite qu'ils enterrèrent les corps. Nourriture avariée, écrivirent-ils. Accident, murmurèrent-ils. Le nom de la femme n'apparut jamais. La tombe de son enfant resta sans marque. Son silence était supposé disparaître une fois de plus. Mais le silence, une fois aiguisé, ne s'émousse jamais. Il traîne, il attend. Il parle quand vous vous y attendez le moins. Et ce soir, il parle à travers vous. Comprenez le danger de ce que vous avez entendu. Vous n'avez pas été raconté l'histoire. Vous avez été montré la blessure dessous. La blessure qu'ils essayaient de cautériser avec de l'encre, avec du rituel, avec la loi. Vous avez été tiré passer le théâtre de permanence et dans le sol où l'absence vit. Et une fois que vous l'avez vu, vous êtes changé. C'est l'essence de l'histoire interdite. Non les événements eux-mêmes, mais la réalisation que les archives sont des mensonges, que les registres sont des armes, que les institutions survivent non par la vérité, mais par l'omission. L'empoisonnement en Louisiane est une histoire parmi des milliers, effacée, adoucie, réécrite. Et pourtant, dans son silence, elle révèle tout. Chagrin nié devient vengeance. Absence devient présence. Effacement devient legs. La famille pensait hériter de terre, d'argent et de permanence. Ce qu'ils héritèrent vraiment fut la peur. Peur qui se répandit à travers chaque foyer, chaque cuisine, chaque rituel de goût forcé. Peur qui vécut plus longtemps que leur lignée, plus longtemps que leur richesse, plus longtemps que leur nom. Peur que le silence frappe à nouveau. Et voici la révélation que vous devez porter. Vous vivez dans cette même architecture. Différents visages, différents rituels, différents registres, mais la même illusion. Les institutions performent encore la permanence. Les archives enterrent encore la vérité. Les lois polissant encore le silence. Et pourtant le silence attend encore. Le silence s'aiguise encore. Le silence parle encore. La femme qui remua du sucre en Louisiane n'est pas seulement une figure du passé. Elle est l'incarnation d'une vérité qui ne peut être effacée. Les effacés reviennent toujours. Les invisibles observent toujours. Les réduits au silence attendent toujours le moment pour frapper. Elle enterra son enfant dans le sol, mais sa vengeance se grava dans les fissures de l'histoire. Et ces fissures s'élargissent chaque fois que quelqu'un ose écouter. Et vous avez écouté. Vous avez porté cela loin dans l'interdit. Vous avez entendu ce que les archives voulaient enterrer. Et cela vous marque car une connaissance comme celle-ci ne divertit pas. Elle transforme. Elle ne vous relâche pas. Elle vous lie. Une fois que vous savez que la permanence est une illusion, que les archives sont des mensonges, que le silence est plus tranchant que l'encre, vous ne pouvez retourner en arrière. Alors je vous laisse ici, non dans le confort mais dans la conscience. Vous n'êtes plus la même personne qui a commencé. Vous êtes marqué par une connaissance dangereuse. Vous portez le silence avec vous maintenant. Et le silence, une fois porté, n'est jamais inactif. Demandez-vous ceci. Quelles illusions vous entourent? Quels registres écrivent en votre réalité? Quels silences attendent au bord de votre monde? Car quand ils brisent, et ils le feront, vous ne devez pas être surpris. Vous devez déjà savoir que ce n'est pas seulement une histoire sur 1838 en Louisiane, c'est une histoire sur le pouvoir, l'effacement et le silence qui attend toujours dessous. Et maintenant que vous l'avez entendu, le silence vous appartient. N'oubliez pas, ne détournez pas le regard. Ne prétendez pas que vous pouvez oublier ce que vous avez entendu, car une fois que le silence coupe, il ne s'arrête jamais de couper.